C'est parti? Je pense que oui. Jeanne va juste me confirmer si ça fonctionne. Bon, ça doit, j'imagine. Bonjour tout le monde, oui, c'est ça. C'est parti. Bon matin. Bon matin, Stéphanie. Bon matin, tout le monde. On a eu un petit ajustement technique à faire ce matin. Comment ça va, Stéphanie? Ça va bien, toi? Oui, je suis super contente d'être avec toi ce matin, honnêtement, quand tu m'as proposé de faire un Facebook Live en ouverture de cette journée internationale des droits de la femme, des femmes. Je trouvais ça super intéressant. Donc, bien contente de partager cet espace-là avec toi. 1h30 de temps où on s'entend que je suis dans ton salon, tu es dans le mien, on jase d'entrepreneuriat et tout ça. Donc, Stéphanie, j'aimerais ça que tu prennes un moment pour te présenter, puis après ça, je vais faire la même chose, puis après ça, on va se ramasser dans notre salon à jaser. Excellent. Ben, je m'appelle Stéphanie Bergaud. Je dirige la stratégie d'entrepreneuriat au féminin à l'École des entrepreneurs du Québec depuis maintenant 2 ans. Je suis entrepreneur maintenant, flexipreneur selon les termes, mais je suis en affaires depuis l'an 2000. Fait que là, ça fait j'ai eu plusieurs entreprises à travers le temps, mais ça fait quelques années. Ça me vend un peu quand je dis ce genre de choses. Je suis la mère de 3 belles petites tornades qui occupent aussi une partie de mon temps. Puis on va en parler tout à l'heure. Là, je suis mariée à un entrepreneur aussi, donc ça ressemble un peu à ça, mon parcours entrepreneurial. Mais de mon côté, j'ai été en affaires depuis que je suis majeure. Là, dans le fond, j'ai commencé dans l'univers de l'événementiel où est-ce que je faisais de l'organisation d'événements. Au début personnel, puis après corporatif, puis finalement, le temps a passé, j'ai changé pour faire de la gestion de projet, donc j'accompagnais les entrepreneurs dans leurs projets, développement de produits, ouverture de succursales, déploiement d'un nouveau service, ouverture d'un nouveau département, plein de choses comme ça. Puis tranquillement, pas vite, ben je me suis rendu compte que quand tu fais de la gestion de projet, c'est principalement l'humain dont tu t'occupes. Fait que j'ai été me former en coaching en neurosciences appliquées. Puis, quand on s'est connus, j'enseignais au cégep l'entrepreneuriat créatif et culturel, puis la coordination d'événements. Fait que dans le fond, je fais plusieurs affaires. J'ai plein de chapeaux. Plusieurs chapeaux, effectivement. Maman, conjointe, entrepreneur, employée de l'EQ, directrice donc de SFE. Bon matin tout le monde, je suis Tracy-Anne Power, je suis la directrice générale adjointe de l'École des entrepreneurs du Québec. Je ne suis pas entrepreneur, mais je suis née d'une maman entrepreneur, donc mère entrepreneur. D'ailleurs, je ne vois pas les gens qui sont avec nous ce matin. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. C'est Jeanne et Jenny qui les voient, eux, sur le Facebook. Fait que s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, ils vont nous les transmettre. Parfait, excellent. Un bon point à savoir. Ceci dit, donc, un peu fébrile parce que c'est très rare, mais elle est supposée être en ligne. Donc, elle avait le goût de partager ce moment-là de jasette là, sur l'entrepreneuriat et voir un peu qu'est-ce qu'on avait à se dire là-dessus. Donc, oui, née d'une maman entrepreneur pendant 25 ans qui a commencé dans le sous-sol de la maison familiale. J'avais 6 ans. Donc, j'ai vu rentrer les clients et clientes par la porte de notre cuisine. Et a vendu 25 ans plus tard 4 succursales au Québec, 400 employés, donc un modèle féminin en tout cas là, qui était très très près de moi. Mais non, études en administration principalement, mais je suis une femme dirigeante et j'ai l'honneur de diriger l'École des entrepreneurs du Québec avec une tribu, ma tribu EEQ que j'appelle tribu, donc, qui est aussi peut-être en ligne. Là, j'ai entendu une couple de nos collègues, Stéphanie, qui dit « Ah, je vais me joindre à la jasette du salon de ça. » Donc, qui nous accompagne aussi là-dedans et j'espère partenaire et entrepreneur là, ce matin. Donc, parlons entrepreneuriat, mais parlons entrepreneuriat aussi en faisant un lien avec Journée internationale des droits des femmes aujourd'hui, 8 mars 2022. En préparant peut-être notre chat d'aujourd'hui, je suis allée faire quelques devoirs sur
qu'est-ce que c'est la Journée internationale des droits des femmes? Ça vient d'où? Ça part d'où? Vers quoi on s'en va avec ça? Et puis je vous invite à aller voir là, le site Internet du Conseil du statut de la femme. Ils ont vraiment une belle explication sur d'où ça vient, cette journée-là, et pourquoi elle est importante. Et la thématique de cette année, on s'entend que c'est une journée internationale, donc déclarée par l'ONU. La thématique de cette année, c'est le pouvoir économique et social des femmes. Je trouvais ça super intéressant dans le cadre de notre jasette d'aujourd'hui. Particulièrement, le Conseil du statut de la femme salue les femmes entrepreneurs. Donc, on vous salue, entrepreneurs qui participez à ce pouvoir économique et social au Québec. D'entrée de jeu, j'aurais le goût de te demander, Stéphanie, parce qu'au départ, ça devait être toi qui m'interviewe, puis j'ai dit, oh non, tiens, c'est moi qui vais t'interviewer. Oui, un peu. Oui, puis on va juste clarifier les choses. Je rentre de 10 jours de vacances ce matin en commençant ma journée avec toi, avec la surprise. Bon, pas toute surprise parce qu'il me l'a annoncé hier matin, mais quand même, que c'est plutôt toi qui allais l'idée cette discussion, mais avec grand bonheur. C'est, dans le fond, t'es l'une des grandes raisons pour lesquelles je suis, sinon la raison pour laquelle je suis à l'école. Hein? Fait que je vais quand même juste raconter cette petite histoire-là parce qu'elle teinte, puis après, je te laisse m'interviewer. J'en profite aussi parce que là, finalement, je vois les commentaires. Là, comme Jeanne nous disait, quand on clique sur l'onglet commentaires, on voit les commentaires. Donc, bonjour Roxane, bonjour Claire. Mesdames, messieurs, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires. On peut pas vous répondre directement en chat, mais on peut vous répondre avec plaisir à la voix. Si vous avez des questions, puis qu'on est directement dans le sujet, on va les prendre immédiatement. Sinon, ne vous en faites pas. À la toute fin, on a prévu un moment pour répondre aux questions, que ce soit en lien avec ce qu'on a dit, en lien avec l'entrepreneuriat en général, en lien avec l'écosystème. Là, ça va nous faire plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à nous les mettre, là. Ben oui, pour la petite histoire, je disais, je suis à l'école depuis un petit peu plus que 2 ans maintenant. Tracy et moi, on s'est rencontrés par le biais d'une collaboratrice et d'une amie commune, en fait, qui elle aussi œuvre dans cet univers-là. Elle nous a présenté parce qu'on tripait toutes les deux sur l'entrepreneuriat féminin. À l'époque, je commençais à écrire un livre sur les entrepreneurs, un livre de portraits. Puis, on a une super belle discussion sur les femmes, l'entrepreneuriat, très, très informelle, rencontre plutôt pour le plaisir. Puis finalement, ben à la fin de la discussion, Tracy me demande, est-ce que tu accepterais de faire partie d'un comité de réflexion, un comité aviseur sur l'entrepreneuriat au féminin parce que on va démarrer un projet pour lequel on a eu du financement. Fait que là, on a commencé par cette discussion-là où est-ce que j'ai dit oui, j'adore contribuer, je trouve ça super le fun. Puis si je peux faire une différence par mon expérience dans ce cas-là, ben avec grand bonheur. Finalement, quelques semaines plus tard, Tracy me réécrit en me disant, est-ce qu'on peut aller luncher toutes les deux? Encore là, oui, pas de problème. Puis finalement, quand on arrive au restaurant, on discute un peu. Puis là, elle me dit, ah, Stéphanie, je voulais te demander quelque chose. Je dis oui. Je dis, qu'est-ce que tu voulais me demander? Fait qu'elle dit, ben, j'aurais aimé ça que tu intègres mon équipe. Fait que là, bon, la première réaction, écoutez, elle est faite forte. La première réaction, j'ai répondu, tu sais, genre quelque chose du style, es-tu folle? Tu veux pas me gérer? Ben non, je pense pas que tu veuilles me gérer. Fait que là, elle est partie à rire, puis elle m'a dit, non, je suis très sérieuse. Fait que là, je dis, ben moi aussi, tu sais, dans le fond, ça fait quelques années là, que j'oscillais avec le flexiprenariat. J'avais des expériences plus ou moins concluantes pour plein de raisons. Fait que là, j'explique à Tracy, tu sais, que j'ai de la difficulté avec le cadre, que j'aime pouvoir être libre de créer, que je veux réellement faire une différence, contribuer. Puis Tracy me dit, ben écoute, laisse-moi te présenter le projet, puis après, ben tu repars avec ça, tu y réfléchis, puis on en reparle. Fait que je dis, OK, parfait. Fait que là, Tracy me présente le projet que je dirige actuellement, donc vous comprendrez que j'ai succombé à son offre. Puis, finalement, exactement, elle me présente le projet en me disant, c'est un projet où on doit développer des formations pour les femmes entrepreneurs pour les 17 régions du Québec, dans laquelle on va vouloir les accompagner de démarrage à exportation. Tu aurais carte blanche pour développer les choses en ayant en plus le support de tous les apprentissages et les connaissances que l'école a fait à travers les 30 années avant que j'arrive, les 32 années avant que j'arrive. Mais pas loin de 36, 37, là. Oui, maintenant, c'est ça, effectivement. Fait que là, tu sais, on avait... C'était comme une belle enveloppe, là. Voici tout ce qu'on a fait dans les 35 dernières années, tu peux l'utiliser, mais tu peux développer des choses que tu penses qui seraient significatives. Fait que là, je suis comme, ah, OK, parfait, intéressant.
Puis finalement, ben je réfléchis à ça, je dis à mon chum, je dis Colin, tu sais, je dis c'est un beau, c'est une belle proposition, hein, c'est une belle proposition. Puis c'est ça, c'est un beau, non seulement pour moi en fait, c'était un beau défi, une grande possibilité de contribuer, de faire une différence, beaucoup de latitude. Puis quand je suis rentrée à l'école, là, pour la petite histoire, je disais à Chelsea, je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, je rentre à l'école, mais je dis, je travaille avec toi. Tu sais, fait que là, tu sais, c'est le running gag. Mais fait qu'elle est pognée avec moi parce que je travaille pour personne d'autre. Avec grand plaisir, Stéphanie, c'est pour moi. Puis honnêtement, tu sais, je pense que on a su développer des trucs vraiment tripants pour les entrepreneurs de l'école, mais aussi qui a bénéficié à l'ensemble de l'école, avec nos collègues, bien entendu, c'est la partie école. Maintenant, il y a la partie entrepreneur. Stéphanie, j'ai le goût d'entrée de jeu de dire, bon matin, tout le monde, je vois des gens qui commencent à rentrer. Entrepreneuriat en 2022, c'est quoi? C'est quoi d'être entrepreneur en 2022? Puis, comme tu disais, et oui, tu es entrepreneur, mais tu as la chance aussi, dans le cadre de tes fonctions, de côtoyer des entrepreneurs qui sont aussi tes collègues. On a des collègues qui sont entrepreneurs, mais on a nos entrepreneurs clients ou nos entrepreneurs partenaires quotidiennement. Qu'est-ce que c'est en 2022 d'être entrepreneur? Ben, tu sais, déjà, là, depuis le début de la stratégie féminine, mettons qu'on le débute avec la pandémie parce qu'on a dû faire un pivot majeur, là, on a formé 1100 femmes entrepreneurs à l'heure actuelle. Fait que déjà, là, moi, j'aurais envie de te dire, puis ça, c'est seulement pour la stratégie féminine, là, tu sais, je parle pas des 8 campus, je parle pas du reste de l'école, tu sais, parce que l'école forme aussi les hommes, messieurs, ne vous en faites pas, il y a que moi qui suis avec une clientèle exclusivement féminine. Je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que pendant des années et des années, il y a eu un modèle plus ou moins unique, là, qui était, on va dire, principal, là, une vision de l'entrepreneuriat. Puis tout ce qui était en parallèle était beaucoup moins considéré. Je pense maintenant que l'entrepreneuriat, c'est tout ce qu'on souhaite que ce soit. Fait qu'on a des modèles extraordinaires qui, comme moi, par exemple, sont à temps partiel. Puis, tu sais, quand je dis à temps partiel, mesdames, pour celles qui vivent la même chose que moi, on sait tous que c'est jamais du temps partiel, c'est plutôt du multiple temps plein, là. Fait que je le dis avec beaucoup de douceur parce que c'est ça la réalité. Il y en a d'autres qui ont choisi l'entrepreneuriat exclusivement. Il y en a d'autres qui sont dans des industries moins probables. Oui, exactement. Claire nous dit être entrepreneur, c'est dessiner soi-même son quotidien. Je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, tout est possible. On a des entrepreneurs que l'on accompagne qui ont choisi, par exemple, de ne pas travailler l'été. Elle voulait pas être prof, mais elle voulait un horaire de prof, puis elles ont choisi que leur boutique soit fermée l'été. Fait qu'une journée par semaine, il y a des gens qui sont là pour faire le ramassage. Donc, les clientes à proximité peuvent venir chercher leurs choses cette journée-là par semaine. Puis, elles font, tu sais, de l'envoi par la poste pendant cette période-là, mais elles ont dessiné. Fait qu'en fait, être entrepreneur aujourd'hui, si jamais tu t'entoures bien, que tu as les bonnes ressources et que tu apprends ce dont tu as besoin, ça peut être exactement ce que tu souhaites. On parle de l'ADN entrepreneurial, mais si on parlait un peu, puis ça, je comprends, puis en fait, l'entrepreneuriat, comme n'importe quoi, là, on sort d'une pandémie, on est à la veille, finalement, du déconfinement là, progressif. On va crier « yeah ». Yes. Donc, on a, comme entrepreneur, comme dirigeant d'organisation, tout ça quand même fait face à la vague là, avec tout ce qui entourait la pandémie. On sent quand même, et dans une des dernières études sur l'indice entrepreneurial, on sent qu'il y a quand même une intention de se partir en affaires ou en tout cas de rester en affaires. Puis, surprenamment, et c'est ça qui est la bonne nouvelle aussi, l'intention, elle est plus féminine que masculine. Donc, on est en train vraiment de voir au niveau de la culture entrepreneuriale un mouvement féminin là, qui commence vraiment à faire sa place. Ça, je trouve que c'est intéressant en termes d'équité, d'égalité là, au niveau là, de notre situation économique. Mais si j'allais plus loin au niveau de ton inspiration, s'il y en avait une, je sais, tu vas me dire, j'ai plusieurs modèles inspirants d'entrepreneurs ou de femmes entrepreneurs, mais
je te demande de m'en choisir un, puis je vais te partager le mien, puisque je me suis fait l'exercice, bien entendu. Fait que je vais te partager le mien, puis pourquoi? Je vais faire un peu de recul sur ce que tu viens de dire avant de répondre à ta question. Tu sais, tu dis, il y a de plus en plus de femmes qui souhaitent se lancer en affaires. Je pense que l'une des raisons, tu sais, naturellement, c'est pas la raison unique, mais l'une des raisons réside dans ce que je disais il y a 2 petites minutes, là, tu sais, sur le fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus un modèle unique. Tu sais, avant, pour être entrepreneur, on va dire que la caricature, là, si on veut, c'était quelqu'un qui souhaite travailler 80-90 heures semaine dans sa business en délaissant toutes les autres sphères. Souvent, ce qui arrive quand tu es une femme, c'est que tu ne souhaites pas ou tu ne peux pas délaisser les autres sphères parce que, par exemple, dans mon cas, il y a 3 petits humains qui relèvent, tu sais, de moi et mon chum, mais dans mon cas, j'ai choisi de ne pas comme délaisser cette portion-là au profit de quoi que ce soit d'autre. Puis je dis pas que les hommes qui l'ont fait, parce que c'était principalement des hommes, c'était leur souhait. Je dis juste que ce qui était nécessaire de faire, ils le faisaient. Fait que l'entrepreneuriat ne répondait pas par son visage à la réalité qu'une grande proportion des femmes, des immigrants, des jeunes, des autochtones voyaient. Là, ce qu'on voit, c'est une recrudescence de toutes ces sortes d'entrepreneuriat-là que je viens de nommer, parce qu'on y voit une opportunité de liberté, parce qu'on y voit une opportunité de créer ce que l'on souhaite, puis la vie qu'on veut, tu sais, comme Claire le disait, parce que les possibilités sont plus multiples, parce qu'on est tranquillement pas vite de mieux en mieux accueillis, mettons, dans nos institutions financières, dans nos différents membres de l'écosystème qui font, tu sais, mettons, là, je pense à Futurpreneur ou éventuellement au réseau des SADC qui font des prêts flexipreneurs ou qui font des prêts temps partiel ou qui font maintenant tranquillement pas vite des prêts pour vieux entrepreneurs. Là, je mets entre guillemets parce que si vous ne savez pas, 35 ans, c'est vieux dans l'univers de l'entrepreneuriat et du financement. 39, là, t'es rendu un ancêtre. Fait que en rien, mais c'est un peu ça, tu sais, je pense que ça, l'écosystème évolue au rythme où les gens en ont besoin, puis ça permet à des entrepreneurs ou à des femmes ou à, tu sais, comme qui se disaient ah j'ai un projet, ce serait vraiment cool, je pourrais, tu sais, puis là qui s'arrêtaient au fait que ils voulaient pas avoir plusieurs employés, ils voulaient pas travailler 70-80 heures, ils n'arrivaient pas à trouver du financement. Fait que je pense que quand on décloisonne cet aspect-là, puis qu'on leur donne l'opportunité de dire voici c'est comme un calepin blanc, puis là, tu peux faire ce que tu souhaites. Bien, effectivement, il y en a beaucoup pour plusieurs raisons, parce qu'ils ont, tu sais, le désir d'entreprendre, parce qu'ils sont capables de créer, parce qu'ils souhaitent changer leur vie telle qu'elle est aujourd'hui. Fait que je pense que ça amène, tu sais, on a parlé tantôt de clientèle un peu différente, là, mais tu sais, tu parles des femmes, elles sont principalement féminines. Chez les femmes entrepreneurs, elles souhaitent entreprendre 2 fois plus que la majorité de la population. Fait il y a comme en fait... Il y a vraiment un intérêt à entreprendre du côté féminin. Oui. Puis, tu sais, collectivement, différemment, selon leur vue. Pour répondre à ta question, oui? Seigneur. Et Seigneur, nous, c'est comme ça. Oh oui, c'est clair, ça c'est clair. Pour répondre à ta question, un entrepreneur qui m'inspire, il y en a des tonnes et des tonnes. Tu as raison. Tu sais, je te disais avant notre appel, parce qu'on en discutait ensemble, chaque entrepreneur que je rencontre m'inspire pour quelque chose. Ultimement, tu sais, je pourrais te nommer des tonnes de modèles, là, tu sais, Mélanie Anne qu'on va avoir ce midi en entrevue, en est une, Oprah en est une autre, mais tu sais, des Claire Bardin, des Joanie Lacroix, des Kathleen Désir, des, tu sais, comme... Moi, ce qui m'inspire fondamentalement, là, tu sais, que tu sois entrepreneur ou non, en fait, là, c'est que tu te choisisses. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'en choisissant, on fait des choix qui sont parfois impopulaires, improbables, c'est pas ceux que les gens auraient fait d'emblée. Puis on suit notre trajet à défaut d'être dans la norme, si on veut, puis ça donne des résultats extraordinaires. Là, je parlais vite fait de mon amie Kathleen Désir, là, mais je peux prendre Kathleen. Elle est à la tête de Déclic, qui est une entreprise, ce sont des cliniques multi où est-ce qu'ils accompagnent principalement les jeunes en psychoéducation, en orthophonie, en psychologie, tout ça. Puis ça fait des années maintenant qu'elle est en affaires. Là. On doit être autour à peu près de 15 ans. Là, je veux pas dire de bêtises, là, mais
il y a un moment donné où est-ce que la formule habituelle de je dirige mes cliniques ne lui convenait plus. Puis elle a décidé de faire un changement pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui une entreprise libérée. Donc, ce n'est plus une direction par la tête, mais c'est une direction commune et collective. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les forces et les talents de chacun pour créer, si on veut, une communauté de travail. Fait que dans le fond, elle a décidé de faire ce changement-là. C'est un changement qui part par l'entrepreneur parce que ça vient avec beaucoup d'humilité. Hein? C'est toi qui faisais tous les choix. Maintenant, ce ne sera plus toi qui vas faire tous les choix. Peut-être que le bateau va pas prendre exactement la direction que tu avais escomptée. Il faut que tu sois prêt avec ça. Fait que c'est ce genre d'initiative-là, si tu veux, que j'admire. Fait que des gens, j'en admire tous les jours. C'est ce qui me fait triper de travailler dans l'univers dans lequel on est, c'est que chacun font des choix qui n'auraient pas été, mettons, le choix de quelqu'un d'autre, puis là, j'ai juste le mot en anglais, là, mais il les embody, là, tu sais, il les assume. Ouais, il les assume pleinement. Puis si un jour elles ne correspondent pas, parce que, tu sais, c'est aussi ça, hein, si un jour les décisions prises ne correspondent plus, ben on fait virer un peu le navire, on change, on prend de nouvelles décisions. Puis moi, c'est ça qui m'inspire au quotidien. Peu importe la branche, peu importe la personne, peu importe ce qu'il fait dans la vie, là, c'est quelqu'un qui suit sa voie, puis qui est bien là, on dit qu'il s'en va sur son X, là, puis des fois le X se déplace un peu. Fait que, dépendamment de l'environnement externe et interne. Ceci dit, je vais te relancer parce que oui, effectivement, comme tu disais, on a eu la chance de se parler un peu quand même avant, là, malgré ton retour d'hier soir. J'ai aimé quand tu me partageais, moi, les femmes qui m'inspirent, Tracy, ce sont des femmes qui sont bold ou en tout cas qui ont un peu, disons, caractériel. Je voudrais pas dire caractériel, mais qui vont au bout de explique-nous ça, là, tu sais, ce contexte bold là, puis on le voit de plus en plus là, au niveau des auteurs, quand on regarde des ouvrages, notamment en affaires ou tu sais certaines conférences, les têtes de ce monde, tout ça, toute la question de boldness, de prendre sa place, d'être là. Ça t'inspire beaucoup. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ben, deux choses. La première, ça m'inspire parce que c'est quelque chose que je travaille au quotidien. C'est comme, je pense que dans nos cheminements personnels, il y a des choses qui sont simples et moins simples. Moi, j'ai beaucoup de talent sur plein d'affaires. Celui de les faire briller, pas forcément. Moi, j'ai une grande facilité à faire briller les gens autour de moi, ce qui est aussi une force. Puis, comme beaucoup de jeunes femmes, on va dire ça comme ça, j'ai appris que l'humilité était une qualité extraordinaire, que l'inverse était, on va dire, comme de se vanter. Fait que là, tu sais, ça, c'était pas bien vu et tout ça. Mais c'est vrai qu'à travers les dernières années, les femmes qui m'inspirent énormément, ce sont des unapologetic, là, tu sais. Puis je disais à Tracy, je pense que c'est même un mot qui n'a pas été traduit parce que, tu sais, la culture anglophone et la culture francophone est très différente sur la vision qu'ils ont des gens. Mais l'une qui m'inspire, puis là, on va la rencontrer à midi en ce moment, c'est Mélanie Ann Layer, que j'ai rencontrée, en fait, dans mon cheminement depuis le mois de septembre. Ce que j'aime particulièrement d'elle, c'est qu'elle incarne, en fait, comme elle incarne, elle est authentique, ce qu'elle est. Puis c'est sûr que ça vient des fois avec des... Elle dérange des fois parce que justement, tu sais, elle met de l'avant combien qu'elle fait. Elle travaille avec des femmes qui gagnent énormément d'argent, certaines qui veulent croître, certaines qui... Fait qu'il y a quelque chose, tu sais, on en parlait toutes les deux là, avant que je parte en vacances, il y a quelque chose de très américain. Tu sais, il y a comme quelque chose de Tony Robbins dans cette fille-là qu'on voit très, très peu chez les femmes. On le voit chez une Oprah, on le voit chez une Lisa Nichols, qui sont des femmes noires, entrepreneurs, parties de rien, puis qui aujourd'hui, tu sais, se présentent au monde avec tout ce qu'elles ont de merveilleux, mais aussi avec tout ce qu'elles ont traversé pour parvenir à où elles sont aujourd'hui. Puis c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est de dire, OK,
t'as pas eu besoin, par exemple, d'avoir les 48 diplômes affichés à ton mur pour sortir et être entièrement toi. T'as pas eu besoin, par exemple, d'un homme, ce qui a longtemps été le cas, d'un homme à tes côtés pour dire, OK, ben, vas-y, avance. Fait que là, on est dans d'autres, puis je dis pas qu'elles sont pas accompagnées, c'est tout le contraire. Toutes ces femmes-là, quand elles sont dans leur pleine puissance, elles sont ultra accompagnées de communautés, accompagnées de femmes, d'hommes, de partenaires de vie, mais elles se donnent le droit. Il y a Bozoma St. John's aussi, là, qui est une entrepreneure. En fait, non, c'est une intrapreneure américaine. Elle a travaillé, entre autres, chez des grands, mettons, là, j'ai un blanc sur la compagnie, là, mais des grandes startups là, qui sont devenues des gros comme CMO, puis tout ça, était venue parler à C2 dans le temps où est-ce que je travaillais à C2 Montréal, puis je le vois beaucoup chez les femmes noires parce que, entre autres, elles ont beaucoup moins de place, souvent, puis ça donne en fait des modèles. Elles ont choisi, là, les 3 que j'ai nommés, elles ont choisi d'être des modèles pour les femmes de leur communauté. Puis ça, moi, je trouve ça extraordinaire parce que elles se donnent le droit de briller dans toute leur splendeur pour prouver à elles-mêmes, aux autres, puis pour donner un modèle, parce que souvent, ça aide d'avoir quelqu'un que tu admires. Tu te dis, elle y est parvenue, puis ça fonctionne. Puis Mélanie, elle est un peu ça. T'sais, Mélanie, elle est dans l'univers du coaching de vie aussi, puis là, on va pouvoir en discuter avec elle cet après-midi, ce midi. Mais on est à l'extérieur de tout ce qui est scolaire. Fait que, on n'est pas dans des présentations PowerPoint, on n'est pas dans je te transmets comme des heures et des heures de contenu. On est vraiment dans sa pleine puissance. Elle partage beaucoup de ce qu'elle a vécu, son wisdom, là, tu sais, ce qu'elle a appris. Fait que ça, c'est le genre de choses qui m'inspire parce que je trouve que trop souvent, on donne beaucoup de crédit, si tu veux, à de l'externe pour nous valoriser, alors qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour pouvoir briller. Fait que, elle, c'en est un exemple là, parce qu'elle est bold et unapologetic. Oui, puis je retiens aussi beaucoup dans ce que tu dis, puis il y a 2 choses que j'aimerais qu'on revienne. D'abord, la question d'authenticité. Tu l'as dit, elle est authentique, elle est vraie, elle est elle. Elle s'assume pleinement là-dedans, elle l'incarne dans son parcours, dans ce qu'elle est. Je te partage mon inspiration. Moi aussi, beaucoup de femmes qui m'inspirent. Mais il y en a une en particulier qui faisait toujours surface, puis c'est Judith Fetzer de Cookit. Judith, j'ai eu la chance finalement, puis pourquoi moi c'est mon inspiration, c'est que j'ai eu la chance de la connaître dès le départ, là, dès son démarrage d'entreprise. Et aujourd'hui, on la connaît, Judith, elle est quand même une personnalité publique associée à plusieurs organismes qui l'ont aidée. Elle lève toujours la main pour donner une conférence, pour partager son vécu, pour partager son cheminement entrepreneurial. Mais ce que je trouve magnifique, c'est qu'elle est extrêmement authentique, au même titre. Puis je pense que c'est ça, là, c'est de ça qu'on a besoin là, de plus en plus quand on discute, tu sais, cette authenticité-là, parce que juste à se parler toutes les deux, puis on se dit, tu sais, moi, elle m'inspire parce qu'il y a toute cette authenticité, puis ce vrai autour d'elle. Judith, elle le fait à travers notamment son fil Facebook. Mm-hmm. Je te le dis, elle nous partage ses frustrations, ses états d'âme, ses émotions, si elle affronte des enjeux, des défis, elle crie à l'aide, la communauté y répond, elle partage ses succès, elle le crie haut et fort comment elle est fière, de son équipe, du chemin accompli, de ce qu'elle a fait. Donc, de part et d'autre, on voit vraiment le yin et le yang. Finalement, là, tu sais, se rencontrer là-dedans, on sent la vraie affaire, puis la capacité de Judith à profiter, puis là, je veux vraiment dire profiter entre parenthèses, de ce que l'écosystème et de ce que sa communauté peut amener comme aide. Elle a su participer au Dragon, à Adopt Inc. Elle a utilisé là, les produits financiers finalement qui étaient offerts par l'écosystème.
elle était une femme en TI, souvent dans des secteurs qui étaient non priorisés, là, notamment au niveau de la restauration. Elle a défoncé des portes. Elle a réussi à vraiment bénéficier, disons ça comme ça, de ce que notre écosystème québécois, qui a une énorme offre. On parle de l'offre de l'école, 8 campus au Québec, une offre de formation et ou d'outils pour développer ses compétences, mais il y a tellement d'autres offres peuvent venir en aide aux entrepreneurs. Puis c'est un peu un genre de mon cri du cœur du matin. Mon cri du cœur du matin de dire profitez de ce qui existe, renseignez-vous, informez-vous. Il y a plein de places où aller, où s'informer. Puis pour bénéficier de ça, c'est un coup de main, comme tu disais, ça raccourcit le cheminement, ça évite des écueils, des enjeux. Je pense que l'écosystème est là et Judith, c'est un bel exemple pour ça. Moi, j'ai comme envie de rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. Quand je suis rentrée à l'école, le premier meeting après... en fait, première journée, tu m'as amené à Québec pour une conférence. Puis deuxième meeting, tu m'as envoyé dans un meeting de dévoilement de l'indice entrepreneurial où il y avait presque tous les membres de l'écosystème autour de la table. Je suis à ma deuxième ou troisième journée à l'école, puis il y a quelqu'un qui dit ce que tu viens de dire exactement. L'écosystème est rempli de ressources et tout ça. Puis moi, je viens d'arriver, je sors du monde de l'entrepreneuriat, je lève la main, puis je leur dis peut-être, mais ils sont vraiment pas clairs. Ce que je veux dire par là, c'est, puis on travaille, là, toutes nos organisations travaillons de concert pour que ça s'améliore. Maintenant, ça fait 2 ans que je suis, on va dire ça comme ça, entre guillemets, dans votre univers, donc à l'intérieur de notre écosystème qui est effectivement excessivement riche et extraordinaire. On s'améliore, je pense, au quotidien, mais mon expérience comme entrepreneur, c'était de cogner à toutes les portes puis que ce soit jamais la bonne. Parce que j'étais soit trop en démarrage, soit trop démarrée, soit dans une industrie, tu sais, comme l'événementiel qui était pas couverte, soit j'avais fait trop de ventes, soit, tu sais, j'étais trop scolarisée parce que j'étais déjà à la maîtrise à l'époque, tu sais, bon. Fait qu'il y avait tout le temps plein de raisons. Fait que cette première réunion-là, où est-ce que j'ai levé la main un peu timidement en disant, bon, j'entends ce que vous me dites par rapport à toutes les ressources. Toutefois, elles ne sont pas si simples à trouver. Puis quand tu dis, Judith, elle a su, effectivement. Mais tu sais, pour la connaître aussi un peu, non seulement elle a su, mais en plus, elle s'est entêtée, là. Fait que, tu sais, c'est pas juste la première porte, si c'est pas la bonne, Colin, ils m'aideront pas. Tu sais, elle a cogné à toutes les portes. Puis quand elle a, tranquillement, pas vite, continué son expansion, ben elle avait déjà cogné 2 fois puis 3 fois à des portes qui, là, se sont ouvertes. Fait que, oui, l'écosystème est un aide et un support extraordinaire, c'est merveilleux, il faut l'utiliser, soyez curieux de ce qui s'offre dans vos régions parce que ce n'est pas la même chose dans chacune des régions. Cognez à toutes les portes, le pire qu'ils vont faire, c'est vous dire non, ici, c'est pas la bonne ressource. De plus en plus, ils vont même vous référer vers les bonnes ressources parce que, tu sais, comme tout le monde travaille de concert de plus en plus maintenant, je pense que c'est ça qui est important. En fait, utiliser notre réseau, puis je vais faire le pont là-dessus. Oui, le réseau entrepreneurial, puis tout ce que l'écosystème peut vous apporter, mais il y a votre réseau propre. T'sais, si autour de vous, vous n'avez pas d'entrepreneurs, rejoignez des communautés comme celle de la stratégie féminine ou comme des trucs chez Evol, anciennement Femmes et Sœurs, ou des chambres de commerce, ou... C'est important d'avoir des gens autour de nous qui sont capables d'adresser ou de discuter d'enjeux communs. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui m'a frappée dans « on aime toutes les deux », les femmes authentiques et tout ça. Puis ce qui est remonté, c'est, je pense en fait, que trop souvent, puis là, tu sais, c'est la partie exclusivement féminin, là, je pense que les hommes, à certains égards, le vivent aussi dans certains cas, mais l'un des plus gros enjeux que je constate dans les entrepreneurs, chez les entrepreneurs que l'on accompagne, c'est que très souvent, leur première option quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est moi. Fait que, tu sais, mettons, ça ne fonctionne pas, je vais cogner à une porte, ou ça ne fonctionne pas, j'ai pas eu le client que je pensais avoir ou je souhaitais avoir, ou ça ne fonctionne pas, mon cash flow est pas positif, ou ça fonctionne pas, ben
ce que je vois très souvent, c'est que la première chose que l'on remet en question, c'est nous-mêmes. Fait qu'en se disant, je suis peut-être pas assez bonne, je suis peut-être pas assez formée, je suis peut-être pas assez compétente, j'ai peut-être pas compris quelque chose. Et quand on voit des gens comme Judith Fezer ou Mélanie Anne ou tout autre entrepreneur qui partagent les écueils, puis c'est ce qu'on fait, dans nos tables rondes. Ce qu'on veut, c'est montrer que le problème que toi, tu as eu n'est pas forcément celui que moi, j'ai eu. Toutefois, moi, j'en ai eu d'autres que toi, tu n'as pas eu. Donc, c'est faux de penser que aucun entrepreneur, homme comme femme que je connais, n'ont eu aucun enjeu. Sinon, ça voudrait dire qu'ils n'ont rien essayé. Fait que, on n'est pas sur la bonne voie. Fait que, moi, s'il y a une seule leçon que j'ai apprise à travers le temps, c'est que, puis que j'essaie de transmettre le plus possible, c'est avant de se remettre soi-même en question, parce que c'est bénéfique et sain de se remettre en question de temps en temps, de se dire, OK, est-ce que j'aurais besoin d'aller me faire former pour certaines choses? Est-ce que j'aurais besoin d'adresser certains enjeux? C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est quand à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, si c'est nous qu'on remet notre talent, notre capacité en question, bien c'est là que le doute est, entre guillemets, malsain. Moi, ce que j'aime chez des femmes comme Judith et des femmes comme Mélanie, c'est que en les suivant sur leurs médias sociaux, entre autres, je me rends compte que peu importe l'ampleur, peu importe le trajet, ben il y a des enjeux et qu'elles font face à des enjeux qui sont similaires à ceux auxquels je fais face, parfois dans mon cas à toute petite échelle et dans leur cas à grande échelle, tu sais, petit bébé, petit problème, grand bébé, grand problème, là, tu sais, on se rappelle là que Judith a dû engager au-delà de 300 personnes au début de la pandémie pour faire face à la demande dans la situation dans laquelle on était. Puis, elle a fait appel à tous, tout, l'écosystème, les médias sociaux. Elle a partagé allègrement sur ses réseaux que c'était un enjeu, qu'elle voulait pas brûler son staff, que c'était important pour elle que tout le monde soit bien puis heureux chez elle. Tu sais, comme, fait que si elle a de la misère, même si elle est connue, capable de les payer, tout ça, OK, c'est peut-être normal que j'en ai. Fait que moi, ce que je ressors beaucoup de ça, c'est j'admire les gens qui sont capables de surmonter les épreuves et d'être suffisamment forts et confiants pour nous partager le fait qu'elles en ont des enjeux. Puis, tu sais, je pense que beaucoup de femmes actuellement mettent en lumière d'autres femmes qui sont capables de faire ça. Tu sais, je pense comme à Joanie Lacroix qui a fait les documentaires de Pastel Fluo, où est-ce qu'il y en a beaucoup des entrepreneurs, là, tu sais, entre autres Lisa Fecteau, là, qui, elle aussi, a changé vers une entreprise libérée, où est-ce qu'on voit le processus, en fait, de l'entrepreneur. Oui, c'est extraordinaire, ça. Ou la nouvelle émission de Marie-Lou, où est-ce que là, elle met en lumière des entrepreneurs, hommes comme femmes, mais dans un épisode, elle parle avec l'entrepreneur derrière Emballage Carrousel, 167 millions de dollars de chiffre d'affaires, 400 employés, troisième génération, où est-ce qu'elle dit... Marie-Lou lui dit, ce qui m'a le plus impressionné, c'est d'assister à une de tes réunions où est-ce que tu as pleuré, puis elle est partie à rire en disant « ça m'arrive tellement souvent ». Tu sais, fait on incarne en fait ce que l'on est, puis ça se transpose en de la magie parce que ça permet en fait aux gens d'être eux, de faire des erreurs, de poser des questions, puis tu sais, il y a plein de notre équipe qui est ici, là, mais tu sais, c'est une des choses que tu incarnes très, très bien, le fait de nous donner à tous. Là, tu parlais de ta tribu tout à l'heure. La possibilité de faire des erreurs puis d'être tout ce qu'on est. Puis, tu sais, Dieu seul sait que dans ces équipes-là, il y a des gens avec beaucoup de caractère, beaucoup de leadership. Fait que ce n'est pas une mince affaire. Là, tu sais, quand je disais au début, je t'ai dit, tu veux pas me gérer, ben, tu sais, je me rends compte avec les années qu'en fait, t'en gères comme plus comme 10, 12 des comme moi que pas pantoute. Fait que, tu sais, c'est un grand talent, mais ça vient généralement, puis c'est ce que moi, je constate, d'une confiance en soi suffisamment forte pour ne pas se sentir remise en question dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme je le souhaitais, comme je le pensais, comme je l'attendais, comme je l'avais vu. Puis c'est la même chose pour les entrepreneurs que l'on trouve extraordinairement bold et unapologetic. C'est ça, je me suis pété la gueule, regardez ce que ça a donné, puis ils sont très bons pour le mettre en lumière, en fait. Ça, là, ça a créé ça, puis là, il s'est passé ça, puis finalement, j'en suis sortie comme grandi. Puis je trouve que Judith fait ça aussi excessivement bien au Québec. Là, tu sais, c'est un beau modèle, puis en plus, c'est quelqu'un
tout le temps présent. Tu veux l'interviewer, tu veux la rencontrer, tu sais, tu l'as dit, elle veut partager, elle veut aider, c'est super, vraiment. Tout à fait, un beau modèle, mais comme on se disait, il en existe beaucoup d'autres. C'est drôle que tu viennes sur Brigitte Jalbert, il faut absolument que je te fasse le lien. Je me disais, je vais-tu en parler, j'en parlerai-tu pas, je vais-tu me dire. Hier, notamment dans la préparation de notre Facebook Live, je t'ai dit, je suis allée sur le site Internet du Conseil du statut de la femme et oh my God, je suis tombée sur un balado-diffusion qui a été produit par Marie-France Marie-France Bazot et Marie Grégoire. Et c'était un balado qui traitait de l'argent et les femmes, ou la femme et l'argent. Puis je te dis, tu me connais intense aussi, je me suis farci les cinq épisodes dans la même soirée parce que j'ai trouvé ça, ultra intéressant. Deux, en même temps, ça me nourrissait aussi, puis au niveau de la sensibilité de notre relation avec l'argent, tu sais, notre posture avec l'argent, femme ou homme, culture québécoise ou autre, quelle est notre position avec notre relation avec l'argent. Et dans ce balado-là, on interviewait Brigitte Jalbert, qui est la propriétaire de Emballage Carousel qu'on parlait tout à l'heure. Puis elle nous parlait aussi un peu de sa relation. Elle a quand même, c'est une entreprise familiale, Emballage Carousel. Elle, au moment où elle l'a repris, cette entreprise-là, bon, elle l'a fait croître, elle l'a amenée à un autre niveau. Et elle se cache pas d'avoir des sous. Mais là, c'est un peu puis je t'amène là-dessus, OK? Je t'amène sur ce terrain-là de la fameuse discussion tabou, de parler d'argent, puis notre inconfort souvent à parler d'argent. Ça vient aussi avec cette authenticité-là. On se part en affaires. Pourquoi? On a toutes sortes de motivations, puis on en reviendra, les motivations, là, on reviendra à ça, les motivations qui nous permettent de partir en affaires, ou en tout cas qui nous poussent à partir en affaires. Mais bien entendu, l'organisation, l'entreprise qu'on part, il faut qu'elle soit rentable à un certain point pour se donner cette liberté de choix-là. Si je te disais, ton rapport avec l'argent, Stéphanie, c'est quoi? C'est progressif. C'est progressif, je suis contente de l'entendre. Vraiment, vas-y, parce que j'ai entendu toutes sortes de choses hier soir, je te jure, je me suis couchée à la tête pleine, j'ai fait, my God! Alors, on reprend ça aujourd'hui, progressif. Vas-y. Seigneur, c'est un beau sujet, hein, les femmes et l'argent. Ça, c'est un sujet. Il y a quelques années, je donnais des conférences là-dessus avec une de mes amies, Bérénice Saint-Martin, qui est une entrepreneure haïtienne née au Québec, extraordinaire, que j'admire profondément. Puis on faisait ça, entre autres, parce que, tu sais, je te disais tout à l'heure, il y a des espaces où les femmes ont encore de la difficulté à on va dire, briller dans toute sa splendeur. Là, moi, j'ai eu des discussions avec des entrepreneurs à succès extraordinaires qui m'ont dit ne pas conduire la voiture de leur rêve pour ne pas être jugé par le commun des mortels. Fait que cet ami-là faisait des lunchs, des genres de déjeuner, lunch avec des entrepreneurs à succès qui avaient énormément d'argent, ou est-ce que c'était ça la thématique? On déjeunait ensemble puis on pouvait parler d'argent si on en avait envie, de deal d'affaires, de je me suis acheté la Porsche dont je rêvais. Puis, tu sais, des entrepreneurs qui sont connus de tout le monde, mais qui, tu sais, n'ont pas ce safe space-là. Fait que c'est un sujet qui est très, qui est, on va dire, d'actualité. Mélaniane en est un bon exemple, là, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, c'est elle qui a fait le front page du Journal de Montréal en septembre dernier parce qu'elle a acheté la maison la plus chère dans les Basses-Laurentides. Si ça avait été un homme qui avait acheté une maison à 5 millions dans les Basses-Laurentides, on n'en aurait même pas entendu parler que c'était une maison chère. Il y en a d'autres à côté de la sienne qui valaient, mettons, 500 000 de moins puis qu'on ne sait pas qui l'a acheté. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans. Il y en a plusieurs. Là, Caroline Néron, l'année passée, pour la Journée internationale du droit des femmes, est venue nous en parler, entre autres aussi. Fait que l'argent est un sujet délicat. Pour ma part, personnellement, c'est un sujet... moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. Tu sais, toi, tu me connais. Là. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. J'ai longtemps été gênée
de dire haut et fort que je souhaite faire de l'argent parce que on me disait l'argent fait pas le bonheur, on me disait tu sais, on a la perception des femmes riches et méchantes, fait qu'il y avait plein de choses là-dedans. Puis j'avais l'impression, un peu comme une femme qui veut pas d'enfant, j'avais l'impression de toujours vouloir ou devoir justifier le fait que parmi les choses auxquelles j'aspire, il y a de faire beaucoup d'argent. Puis je trouvais dommage d'être, entre guillemets, obligée de spécifier que je veux pas faire de l'argent égoïstement. Puis j'ai réalisé un jour, en fait, que même si c'était le cas, on devrait pouvoir juste dire je veux faire de l'argent, puis ne pas être remise en question, comme on devrait pouvoir dire je ne souhaite pas avoir d'enfants et ne pas être remise en question. Et fait que l'argent, en fait, ma plus grande valeur, c'est la liberté. La liberté vient en plusieurs facettes. Tu sais, la liberté de choix, la liberté de travailler avec qui je veux, la liberté. Puis là, tu sais, la discussion qu'on a actuellement, c'est une discussion de privilégiés, on va dire ça comme ça, là, tu sais. Actuellement, le fait de pouvoir se poser des questions sur l'argent puis sur ce qu'on fait comme choix, on est chanceux, on sait que c'est pas tout le monde, surtout au niveau des femmes, encore malheureusement en 2022, c'est pas encore la possibilité de toutes. Mais le fait de vouloir faire de l'argent, ça a jamais été genre je veux empiler de l'argent dans un compte de banque ou je veux flasher avec mon argent parce que tout ce qui flash n'est pas tout à fait moi, là, tu sais, mais beaucoup plus j'aimerais qu'elle me donne la liberté de voyager comme je le souhaite, la liberté d'aider ma mère à prendre sa retraite, la liberté de financer des projets d'études pour les jeunes femmes qui n'ont pas les moyens. La liberté, en fait, cette liberté-là de dire ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Ton projet, j'y crois, je vais t'aider. Fait que la liberté de faire ce que je veux. Après, tu sais, moi, je suis coach en neurosciences appliquées, hein, fait que les croyances limitantes par rapport à l'argent, il y en a, comme par rapport à plein d'autres choses, mais par rapport à l'argent, il y en a énormément. Dans mon cas, j'ai dû en déconstruire certaines. J'avais pas les classiques, genre l'argent, tu sais, les gens qui ont de l'argent, c'est tout des X, Y, Z. J'avais, tu sais, comme... J'ai pas peur de l'argent non plus, mais il y avait quand même certaines choses. Il y a des choses qui sont inculquées au niveau aussi générationnel et culturel. Moi, j'ai grandi dans une famille de parents nés, moi, je suis née ici de parents français, de grands-parents espagnols d'un côté, beaucoup plus traditionnel et macho au niveau du rôle des femmes. Je suis l'aînée de 5 filles. Fait que je suis comme la première. Fait que l'argent a toujours eu un aspect. J'en ai toujours eu assez. Puis assez, même quand c'était pas beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours eu la croyance profonde que ça allait, tu sais, des fois, j'arrivais, là, quand j'ai eu le relais, puis que j'étais super jeune, puis que j'étudiais en même temps, j'arrivais à la fin du mois, je me demandais comment j'allais payer mes affaires, puis je me disais, ça va être correct, il va se produire quelque chose. Puis effectivement, il se produisait quelque chose, des fois la dernière journée, des fois 2 jours en retard sur le loyer, mais tu sais, je recevais un montant de quelque part, je faisais une belle soirée, je travaillais en restauration pendant mes études, tu sais, dans les restos, dans les hôtels, tout ça, je recevais un bon montant. Fait que toujours assez. Puis toujours améliorer tranquillement avec le temps. Mais c'est vrai que c'est un sujet, tu sais, c'est un sujet délicat. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais tout l'argent du monde? Ben, c'est là que tu vas savoir vraiment ce que tu devrais faire. Tu sais, moi, je dis ça souvent, là. Oui, puis je trouve ça intéressant qu'on amène puis je me demandais vraiment, je vais-tu l'amener sur la table ou je l'amènerai-tu pas? Puis j'ai dit, I'm gonna be bold, on l'amène. Ah ouais, l'argent. Dans le fameux, puis je vais répondre à Claire en même temps, là, qui dit on aimerait savoir la référence du balado diffusion. C'est sur le site du Conseil du statut de la femme, Claire. Et le balado diffusion s'appelle je l'ai mis, le lien, je l'ai mis à Jeanne dans le chat privé. Jeanne, veux-tu prendre le lien puis le mettre sur la conversation dans Facebook? Comme ça, ils vont pouvoir la voir. Donc, ultra intéressant, mais tu sais, ce fameux paradigme, regarde, on en parle, là. Faire de l'argent, tout de suite, on pense s'acheter le char de nos rêves, s'acheter ci, s'acheter ça, quand pourtant la discussion dans ce balado-là tournait autour de « Hey, non, faire de l'argent pour avoir, puis tu l'as nommé, Stéphanie, pour avoir la liberté de faire des choix, pour être autonome, tu sais, pour aller chercher cette autonomie, ce pouvoir d'autonomie. » Et Marie-France Bazot disait « Pour moi,
avoir de l'argent, c'est être riche de dire non. Non à telle situation parce que ça me convient pas, puis que je suis indépendante, je suis autonome, et on va lier cette notion d'argent-là à l'entrepreneuriat, bien entendu, puisque quand on se part en affaires, c'est certainement pas pour pas rendre une entreprise pérenne, pour pas faire des sous pour, au même titre qu'un humain, faire des choix pour cette organisation-là. On fait de l'argent avec l'organisation, ben ça nous permet de faire de meilleurs choix. Et quand on le voit souvent à l'école, je vais faire un lien, je ne peux m'empêcher, défaut professionnel, on parle de la roue de la croissance, le modèle utilisé à l'école où on a un cadran dans nos stratégies de croissance, on a un cadran où on se dit on est en vente, on a besoin de faire rentrer de la liquidité, de l'argent, il faut avoir des contrats. Puis le prochain cadran, c'est la sélection. On a suffisamment d'argent pour dire, hey, là, on choisit nos clients, on choisit donc, tu sais, de gérer sa croissance, c'est façon école, mais c'est façon aussi que je me dis, à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut générer des revenus, mais à un moment donné, ça nous donne le choix. Oui. Cette capacité à générer des sous et à en avoir. Tellement. Puis, tu sais, dans la thématique là, du pouvoir économique et social de la femme, je pense qu'au-delà de ça, tu sais, puis je pourrais en discuter avec Mélanie aussi ce midi, elle a une vision intéressante, là, tu sais, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui ne savent pas, tu sais, elle a fait 25 millions dans sa business en 2021, donc, tu sais, quand même substantielle. Puis, elle a une vision intéressante que je partage assez, où est-ce qu'elle dit l'argent et le pouvoir pour les femmes de libérer des générations entières, tu sais. Dans le fond, on a le privilège d'être ceux qui mettent au monde des enfants. On a la responsabilité très souvent de s'en occuper et de les élever. Puis trop souvent, à travers les dernières années ou certaines générations, ce qu'on a vu, c'est des femmes tomber dans la précarité parce que financièrement, elles n'avaient pas les ressources pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants parce qu'il y avait eu un décès, parce qu'il y avait eu un départ, un divorce, fait que l'argent dans les mains des femmes est un pouvoir bien plus grand que juste un pouvoir économique et personnel. Ce que je veux dire par là, c'est la possibilité, puis tu sais, que ce soit des plus petits montants, là, c'est pas obligé d'être 25 millions, là, tu sais, là, je vous ai donné le spectre, mais c'est juste de dire, parfait, si moi j'ai suffisamment d'argent pour que demain, après-demain, il arrive quelque chose à mon mari ou mon chum part ou peu importe, là, tu sais, puis je suis capable de subvenir à mes besoins, à ceux de mes 3 enfants, bien, on est dans une bonne situation. L'entrepreneuriat est une des facettes, une des possibilités. Moi, j'ai des amis qui sont entrepreneurs, qui travaillent pour des super grosses boîtes, tu sais, mais l'autonomie financière précède la liberté financière. Puis, quand tu es rendu à la liberté financière, tu as moins besoin de t'en soucier, mais tu as fait le trajet pour t'y rendre. L'autonomie financière, c'est savoir que demain matin, la situation familiale et personnelle dans laquelle tu es change, tu es encore capable de te nourrir, de nourrir tes enfants, de faire le choix. Tu sais, on disait tout à l'heure, là, quand j'ai eu Lorelai, moi, je me suis séparée, elle avait 2 ans, j'étais à l'université. Bien, ne pas avoir eu la conviction que j'étais capable de faire l'argent nécessaire pour me nourrir et la nourrir, bien, j'aurais pu être prise dans une situation, par exemple, où est-ce que j'aurais pas voulu rester, puis où est-ce que j'avais pas, entre guillemets, le choix. Fait que les femmes et l'argent, c'est bien plus que juste, comme on se dit, je veux m'acheter une Porsche, là, c'est beaucoup plus aussi, bien, à travers des générations, à travers, tu sais, les femmes sont très communautaires et familiales, là. Puis là, c'est sûr que je fais des généralités, ce n'est pas toutes, naturellement, mais ce que l'on voit, c'est, même au niveau politique, là, il suffit de s'intéresser aux pays dirigés par les femmes, on voit une gestion financière plus communautaire que, tu sais, en silo, on va dire ça comme ça. Fait que l'argent et les femmes, c'est beaucoup plus que juste de l'économique, c'est aussi énormément du social. Ça permet... C'est une construction sociale, en fait. Tout à fait. Oui. Oui, ben, je trouve ça très, très intéressant. En tout cas, et dans ce balado-là, je vais en remettre encore une petite couche en plus. Tu sais, il y a toute la question aussi, tu parlais, vulnérabilité aussi, vulnérabilité financière, bien entendu. Puis on tombera pas là dans les clichés, ou en tout cas je dis clichés, là, mais
dans ce qu'on connaît là, par rapport à notre historique par rapport à l'argent. Mais on peut parler aussi de événements externes qui nous frappent, entrepreneurs et entrepreneureux. Parlons COVID. Parlons COVID. Parlons, on en sort, en tout cas, on l'a dit tout à l'heure, on est à la veille du déconfinement progressif, effectivement. Qu'est-ce que tu as vécu, Stéphanie, sur le terrain? Puis je te pose la question, je connais la réponse de tes collègues aussi qui ont vécu la même chose. La famille Q a été là en support, accompagné quotidiennement avec les entrepreneurs. On sort de quoi, là? Qu'est-ce qui se passe là, au niveau entrepreneurial? Puis qu'est-ce qu'on a vécu? Puis qu'est-ce qu'on a appris de ça? C'est surtout qu'est-ce qu'on a appris de ça. Ben, tu sais, déjà, comme tout le monde, nous, on avait des cours en personne, hein? Il y a une époque, là, où est-ce que c'était de même dans la vie, là? Bon. Fait qu'on avait des cours en personne planifiés pour les 17 régions du Québec dans 4 parcours différents au niveau de la stratégie féminine. En mars, je devais partir sur la Côte-Nord, donner de la formation à la communauté autochtone, le 16 mars exactement. Finalement, vu que tout a fermé le 13, naturellement, j'y suis pas allée. Il a fallu qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là. On recevait tout le monde à l'école. On recevait des téléphones, des courriels d'entrepreneurs, entrepreneureux en détresse, naturellement, hein, tu sais, comme frappés par la situation. Moi, j'ai comme envie de vous dire que les entrepreneurs sont frappés par des situations au quotidien. Tu sais, que ce soit un problème d'approvisionnement, que ce soit un départ d'un employé clé, que ce soit, fait que, tu sais, comme au quotidien, ce sont des choses, on doit réajuster, réagir et tout ça. Là, c'est juste que, tu sais, comme tous les morceaux ont pété en même temps, puis tous les maillons de la chaîne ont eu des enjeux aussi. Fait que ça a créé, la bonne nouvelle, s'il y en est une, c'est que c'était mondial. Donc, c'est pas seulement toi versus ton concurrent qui a ce problème-là et pas lui, c'est tout le monde, ça a pété, fait que tout le monde a dû se réinventer. On a vu des choses extraordinaires. On a vu des collaborations qui auraient probablement jamais été réfléchies avant la pandémie pour pouvoir se donner un coup de pouce. On a vu dans certaines régions des entreprises réduire, tu sais, j'ai vu là, puis je veux pas dire de niaiserie, je pense que c'est en Montérégie, j'ai vu des entreprises, par exemple, des pâtisseries, ne faire qu'une portion de leurs produits pour que la pâtisserie 3 rues plus loin puisse faire une portion différente qui était, en fait, eux, mettons, leur seul produit. Fait qu'il y a des gens qui ont réduit leurs produits pour permettre à d'autres de continuer d'exister pendant cette période-là. Il y a des partenariats qui sont nés. Tu sais, là, on parlait de Judith Fetzer, là, mais il y a des partenariats, entre autres, avec Judith, qui sont nés avec Connect & Go de cette pandémie-là. Il y a plein de choses de magiques. Tu sais, moi, je dis beaucoup, là, puis tu sais, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de fondamentalement positif dans la vie, là. Fait que je trouve tout ce qu'il y a de fort et puissant dans toutes les situations, même aussi merdiques soient-elles. Je pense que la pandémie a été un accélérateur de beaucoup de choses. Les couples qui ne fonctionnaient plus ont effectivement divorcé plus rapidement. Les entreprises qui étaient cristallisées dans des modèles qui n'existaient plus et qui continuaient à vivoter ont dû soit faire un pivot vraiment rapide ou probablement s'éteindre. Il y a naturellement des industries qui ont été plus touchées. Il y a des entrepreneurs extraordinaires qui, nonobstant tout ce qu'ils ont mis en place, ça n'a pas fonctionné, ont dû fermer. Je crois pour vrai que tout arrive pour une bonne raison, fait qu'il y a des choses extraordinaires qui vont en renaître, on va dire ça comme ça. Ça a amené beaucoup de questionnements, beaucoup de difficultés. Les périodes sombres amènent après la lumière. Là, c'est très cliché, là, mais hier, il faisait tempête quand je suis arrivée à l'aéroport. Puis ce matin, c'est un soleil radieux. Là, fait que je pense que la vie, elle est comme ça, c'est des cycles. La pandémie, ce qu'elle a amené, c'est oui, beaucoup de difficultés, beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux, autant en termes de santé mentale que au niveau économique. Il y a certaines de nos entreprises qui étaient bien établies, tu en parlais là, de chez Tristan, qui se sont vues refuser des prêts, de l'aide en début de pandémie, qui se sont ramassés dans des situations où ils pouvaient plus faire d'entrée d'argent. Ils ont dû licencier, mettre à pied l'entièreté de leurs employés.
mais tu sais, cet exemple-là en est un parmi plusieurs. L'aide a été très difficile, puis les études l'ont montré, les femmes ont eu plus de difficultés à obtenir les aides parce que très souvent, c'est des entreprises de plus petite envergure. Là, je vous parle en majorité, là, tu sais. Plus petite envergure. Dans certains cas, c'est que la structure de l'entreprise, c'est comme par exemple, on avait plein d'entrepreneurs qui opéraient sur un compte personnel, mais 100% dédié dans certains cas à l'entreprise, puis ça n'a pas été considéré comme un compte d'entreprise. Ça a pris, on va se rappeler, comme 16 mois avant que le gouvernement fédéral change ça. Parce que les 16 premiers mois, si tu n'avais pas un compte entreprise depuis avant la pandémie, tu ne pouvais pas obtenir les aides, même si c'était un compte dédié. Fait qu'on a vu beaucoup de choses. Je pense que de ça, on sort des apprentissages. L'école en est un bon exemple, on va dire ça, là, tu sais. On était presque exclusivement en personne dans des classes à enseigner certaines théorie, en faisant, tu sais, mettons, du co-développement, des pratiques et tout ça, en personne avec des gens, avec des heures, tu sais, fixes. Dans le cadre de la stratégie féminine, on a choisi quelque chose de complètement différent quand on s'est questionné. En avril dernier, on a ouvert des programmes qui sont entièrement, moi j'appelle ça flexible, là, mais tu sais, qui sont décloisonnés. Fait qu'en fait, toute la théorie est sur une plateforme, tu peux le regarder quand tu veux, comme tu veux, où tu veux, parce qu'on se disait, ça faisait pas de sens de dire à des entrepreneurs qui avaient en plus souvent leurs enfants à la maison parce que tout était fermé, viens t'asseoir devant ton écran, je vais t'aider à réfléchir de 9 à midi. C'était pas possible. Fait que puis ça a amené un gros changement à l'école. Tu sais, ces parcours-là qui sont 100% flexibles, dans lesquels les entrepreneurs sont 100% maîtres de leur choix parce qu'elles choisissent les contenus qu'elles ont besoin, elles choisissent les horaires auxquels elles veulent faire les ateliers parce qu'on les offre plus souvent. Elles ont des discussions chaque semaine pour venir discuter entre elles d'enjeux entrepreneuriaux ou au début de la pandémie, l'idée de ces discussions-là, c'était pour pouvoir venir déposer ta réalité parce qu'elles avaient besoin de parler, là. On recevait des centaines d'appels de personnes, tu sais, à l'école, tout confondu, qui étaient déboussolés, découragés, qui savaient pas trop comment ils allaient le prendre. Fait que là, c'était des safe space, si on veut, qu'on a créés. Aujourd'hui, l'école n'en est que plus riche. Et les entrepreneurs aussi, parce que notre gamme de produits, services, options pour ces produits-là est encore plus grande. Fait que je pense que la pandémie a amené beaucoup de difficultés. On va dire ça comme ça, là. C'est comme une vague, là. C'est comme quand tu es sous l'eau, elle est vraiment tough, mais quand tu la raides, là, tu sais, pour faire une analogie de surf, mettons, ben, c'est bien plus fun. C'est plus beau, plus ajusté. Fait que moi, ce que je vois aujourd'hui, à la sortie de cette pandémie, c'est naturellement, puis je dis à la sortie, il y en a encore qui sont dedans. Il y a des industries qui ne sont pas relevées, là. Tu sais, je pense à la restauration, au gym, à tout ce qui est culturel, tu sais, l'événementiel. J'ai plein de mes amis qui ont été touchés de plein fouet. La grande majorité d'entre eux ne travaillent pas encore à temps plein. La totalité d'entre eux n'ont pas récupéré les revenus perdus. Puis pour la majorité, ils sont plus endettés qu'ils ne l'étaient. Mais il y a aussi des réflexions extraordinaires. Puis il y a des entreprises qui, à l'inverse, ont vu des idées émerger qui sont fabuleuses. Puis, fait que, moi, j'appelle ça juste un accélérateur parce que dans le fond, on aurait peut-être vu ces idées-là dans d'autres situations ou dans d'autres cas. Mais là, tu sais, il a fallu se mobiliser, il a fallu trouver des solutions. Fait que moi, je vois beaucoup plus le beau sans enterrer le pas beau, là. Tu sais, je fais pas l'autruche, là. Mais je vois beaucoup plus le beau dans tout ce qui s'est passé là. Ça a permis à certains entrepreneurs qui n'avaient jamais le temps de faire des formations d'en faire, parce que là, se sont amassés avec bien plus de temps, chercher qu'est-ce qui pouvait les aider. Fait que là, ils ont découvert plein de nouvelles ressources. Des nouvelles ressources qui ont aussi step up, pour être présent, pour aider, des pivots. Fait que, moi, j'ai vu de la magie à travers tout ça, puis des entreprises qui sont ressorties plus fortes et des entrepreneurs qui savent aujourd'hui, s'ils ne le savaient pas déjà avant, qui sont capables de faire face à peu près n'importe quoi, même lorsque ce n'est pas dans le plan quinquennal. Effectivement, je pense que toute organisation a été challengée, ce que je retiens. Puis oui, effectivement, gardons, voyons cette COVID-là, ou en tout cas cet événement qui nous a frappé plein fouet. Essayons de retenir un peu ce qui nous a fait avancer dans tout ça, évoluer aussi là-dedans. Puis ce que je retiens beaucoup, moi, ce
personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette place à la créativité. On n'avait pas le choix. C'était une question de revisiter son modèle d'affaires. Puis trop souvent, on s'assoit dessus. On s'assoit sur notre modèle d'affaires parce qu'on est sur un long fleuve tranquille ou en tout cas, tu sais, mais quand arrivent des événements comme ça, ben ça nous challenge à revoir notre modèle d'affaires et à voir un petit peu plus loin. Donc, gardons ça en tête aussi, tu sais, dans une organisation, dans une entreprise comme entrepreneur, c'est de se challenger sur notre modèle d'affaires aussi plus souvent qu'autrement. Je dis pas à tous les 6 mois, on s'entend. Mais tu sais, l'idée, c'est de se challenger. Puis est-ce qu'on est toujours là pour le bon besoin et est-ce qu'il y aurait un autre besoin auquel on pourrait répondre dans le talent qu'on a, dans la mission et la vision qu'on a de notre organisation ou de notre entreprise? 1. 2, toute la transformation numérique, la place du numérique, s'il vous plaît. On le voit, combien de fois on a blagué avec ça en disant « Hey, écoute, j'ai même pas le temps d'aller me faire un café, les réunions sont back-à-back, on prend même plus le temps d'aller se prendre un café comme avant en présentiel où on se pognait une petite chat là, dans la cuisine, on appelait ça nos conversations de cuisine. » Qui étaient quand même saines puis qui étaient plus présentes. Là, on les a finalement mis à l'agenda. En tout cas, à l'école, on a nos cafés-causeries du matin. On a nos moments pour soi aussi, parce que dans cette effervescence, cette vitesse, ce chaos de transformation, bon, on a un peu mis de côté, puis très souvent, on ne l'a pas pris même avant, de dire « Hey, attends, je peux-tu juste avoir un temps d'arrêt, là? » Respirer. Est-ce que je respire, moi, là? Oui, OK, je respire. Là, tu sais, d'être en mesure de se mettre des moments comme ça d'arrêt puis de dire, OK, on va passer à la réflexion. Fait que, tu sais, toute la question de la transformation numérique nous a poussé à encore aller plus vite, encore aller plus loin. Elle est présente et elle ne s'en ira pas. Ça, c'est certain. Donc, tu sais, tenons-le pour dit. Comme tu as dit, ça a accéléré les choses, mais il faut poursuivre dans cette donnée-là, je crois. Et enfin, toute la communauté. Tu sais, puis je pense que tu l'as dit, Stéphanie, très bien. On a vu des choses extraordinaires arriver, des concurrents s'aider là-dedans, tu sais, des entreprises complètement différentes faire des merges. Tu sais, toute notre communauté, faut pas avoir peur d'y faire appel, faut pas avoir peur de je pense, puis là, je vais revenir à la question de l'argent. Tu sais, je suis une fille de gang, j'ai plusieurs gangs, j'ai ma gang de sacoches, j'ai mes lunettes roses, j'ai quelques gangs dans ma vie. Je suis une fille de gang et ces conversations-là, utilisons notre gang, notre famille, pour peut-être parler des choses qui sont un peu plus tabou puis qui devrait se décloisonner, tu sais, pour en apprendre de ça, d'apprendre de, bon, notre argent, nos finances, les trucs, les enjeux, puis tu sais, à l'école, on le fait dans nos conversations, dans les moments, les espaces qu'on se donne où on se dit, on va faire une thématique X puis on va parler de ça. Mais je pense qu'il faut pousser les conversations aussi plus loin. C'est sûr, avec les gens avec qui on est confortable, mais ça, ils nous amènent tellement d'input, même s'ils sont pas entrepreneurs, ils viennent d'autres milieux qui peuvent nous amener ailleurs. Tu sais. Fait que ça, je le retiens beaucoup. J'aimerais qu'on termine 10h10, puis après ça, peut-être qu'on pourrait laisser parler de notre communauté, je sais pas, ou en tout cas nos participants. Mais j'ai encore une question pour toi, puis c'est toute la question, on en a parlé, de la communauté. Donc, ta communauté, Stéphanie, c'est quoi? Comment elle intervient en affaires? Je viens de le dire, moi, de mon côté. Toi, de ton côté. Bien, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, puis je vais mettre, tu sais, comme un petit un bémol sur ce que tu viens de dire. Discutons entrepreneuriat, discutons argent, discutons ce qu'on veut avec les gens avec qui on se sent sécure, absolument, en étant conscient de leurs enjeux à eux aussi. Ce que je veux dire par là, c'est très souvent ce que je vois, c'est des entrepreneurs, par exemple, qui essayent de discuter de leur situation financière ou de leur stress dans leur entreprise avec leur conjointe. Ouais. Des fois, puis c'est pas exclusivement le cas. Des fois, ce n'est pas forcément la bonne personne. Tu sais, là, je vois le nom de Claire dans nos commentaires. Claire et son chum sont en affaires ensemble. Ils ont ces discussions-là. Parfait. Ils ont choisi tous les deux de faire le saut mutuel. Parfait. Il y a certaines situations dans lesquelles ton conjoint se sent, mettons, insécurisé par le fait que tu n'as pas de revenus
formel, on va dire, mettons. Et donc, si tu as des stress liés à l'argent ou à la gestion du cash flow dans ton organisation, que la première personne à qui tu le partages, c'est lui, et que lui se sent inquiet par rapport à cette situation-là, ben les réponses qu'il pourrait nous donner ne sont pas en fait des réponses honnêtes, style « fonce, t'es capable, je crois en toi », mais bien plus des réponses ancrées dans la peur de ne pas avoir assez d'argent parce que votre portefeuille est directement corrélé. Donc, oui, parler des discussions tabous, parler de tout, trouver les bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est pas toujours la personne la plus proche, c'est la bonne personne. Ce que je veux dire par là, c'est, moi, je peux parler d'à peu près n'importe quoi avec plein de monde autour de moi. Quand on parle d'argent, je te le disais tout à l'heure, là, nous, on est tous les deux entrepreneurs. C'est pas avec lui que j'en parle. Pourquoi? Parce que, ben, tu sais, mon chum, c'est l'entrepreneur, tu sais, il est entraîneur, pour ceux qui ne le savent pas, ben, j'en parle de temps en temps, mais tu sais, mon chum avait un gym avant la pandémie qu'on a fermé l'an dernier. Naturellement, on se le cachera pas, quand l'un des deux est dans une des industries qui a été fermée, financièrement, c'est beaucoup plus difficile. Ça nous a permis déjà, j'étais à l'école, fait que ça a été un support extraordinaire parce que ça permettait une base, déjà. Deuxièmement, ça lui a permis à lui de réfléchir ce qu'il voulait faire comme pivot, ce qu'il est en train de faire. Ça aussi, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas la personne avec qui je vais parler d'argent. C'est moi qui s'occupe de l'administration de nos deux entreprises. C'est quelque chose qui l'insécurise. Fait que c'est pas la bonne personne. Toutefois, j'ai des amis, je parlais de mon amie Bérénice, avec qui je peux parler d'argent, de gros cash, de contrats, d'idées d'achat. Puis, l'ironique, c'est que moi, mes parents sont conseillers planificateurs financiers. Puis, c'est pas non plus avec eux que je vais en parler parce que ils ont le côté parental avec moi plutôt que le côté planification. Ce que je veux dire par là, c'est si je veux faire un move qui est un petit peu plus risqué, ben c'est pas le planificateur, c'est le papa qui jump dans la conversation. Fait que là, on n'est pas dans du conseil, on est dans du « je m'inquiète ». Fait que c'est ce que je veux dire par choisir vos gens. De mon côté, j'ai une communauté extraordinaire, mais puis c'est quelque chose dont je parle souvent dans les formations que je fais à l'école, là, que je partage dans nos différents campus. Là. La force de se monter un réseau, c'est conscient chez moi, la force de mon réseau. C'est, je le choisis. Chaque personne, pour moi, est magique. Je le disais tout à l'heure. J'aime l'humain profondément. Je bâtis des liens. C'est une de mes forces. On le voit encore à l'école, au niveau des partenariats qu'on développe actuellement. C'est quelque chose que j'aime profondément faire. Mais quand je dis c'est conscient, ça veut dire que quand je rencontre quelqu'un qui me fait triper, comme par exemple, je vous disais, j'ai rencontré Tracy, première journée, super interaction, on s'est bien amusé, ben l'une des premières choses que je fais quand je rentre chez moi, c'est je les ajoute sur les différents médias sociaux qui sont adaptés. Puis en plus, j'envoie un petit message, merci pour la superbe journée, super intéressant de faire ta connaissance. Ce qu'on crée, c'est juste un pont. Puis les gens, parfois, sont gênés, les gens ne le font pas tous naturellement. Et si tu laisses un peu, entre guillemets, mourir cette première interaction-là, ben des fois, c'est plus difficile d'en faire une seconde. Que là, la seconde, je la fais dans les secondes qui suivent, dans les minutes qui suivent. Puis c'est comme ça que je tisse des liens. Puis là, hey, te rappelles-tu notre discussion? Hey, je suis de passage dans ton coin, on peut peut-être en profiter pour luncher. Hey, bon. Fait que ça, moi, c'est une de mes passions d'entretenir ça. Fait que j'ai une belle communauté excessivement variée. Mais j'ai réalisé à travers le temps que c'est pas le cas de tout le monde et ça n'a pas toujours été mon cas. Quand je me suis lancée en affaires, moi, à 21 ans, j'avais un bébé, une business, puis j'étais au bac à l'université, tu sais. Fait que ça faisait beaucoup de choses, puis j'avais pas d'amis qui avaient des enfants, pas d'amis qui avaient des business, puis quelques amis qui étaient comme moi à l'université, mais peu de monde comprenait ma réalité ou mon désir de faire toutes ces choses-là. Puis à l'époque, ma business ne me permettait pas de payer pour ce que j'avais de besoin pour moi puis ma fille. Fait que je travaillais en parallèle, comme je le disais tantôt, en restauration. Fait que à cette époque-là, j'ai participé, par exemple, à des activités du CLSC pour rencontrer des nouvelles mamans parce que j'en avais pas dans mon entourage. J'ai participé à des activités de chambre de commerce pour rencontrer des entrepreneurs. Puis, tu sais, on parlait tout à l'heure de travailler sur nos perceptions puis travailler sur nous. À cette époque-là, moi, j'ai dû travailler sur le fait que j'étais trop belle, trop jeune. Ce que je veux dire par là, c'est que j'arrivais dans les chambres de commerce, j'avais un nouveau bébé, j'étais à l'université, j'avais une micro-business à temps partiel, puis j'avais 21 ans. Puis, au début,
j'avais comme l'impression que les gens me regardaient un peu de haut, en mode, tu sais, comme pas vraiment entrepreneur, pas vraiment, bon. Puis éventuellement, ben c'est sur moi que j'ai travaillé, c'est pas sur eux. Leur perception, si c'est ça qu'ils pensent, de toute façon, c'est pas avec eux que je veux faire de la business. Fait que ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, ceux avec qui je veux faire de la business, ben je veux pas me sentir petite quand je suis en leur compagnie parce que je trouve que le fait d'être à temps partiel, puis c'est pour ça que maintenant on en parle de plus en plus en entrepreneuriat à temps partiel. Tu sais, les études qu'a menées la SADC de Shawinigan démontrent que c'est 91% de la tranche 18-35 ans qui démarre par le flexiprenariat. 91%, là, c'est pas comme... énorme, là. C'est pas comme une exception, là. On est bien au-delà de la... on est dans la majorité, on est bien au-delà de la moyenne, là. Fait que... Cessons de faire comme si ça n'existait pas. Il y a effectivement une partie de ces 91%-là qui vont devenir des entrepreneurs à temps plein parce que c'est leur souhait. Puis il y en a d'autres qui vont rester flexipreneurs peut-être à vie pour plein de raisons. Parce que ça remplit deux intérêts différents, parce que financièrement, c'est ce qui les sécurise, parce que c'est ce qu'ils aiment faire. Moi, je connais une entrepreneur qui travaille à Shawinigan pour le gouvernement du Canada, puis qui a une business en parallèle dans laquelle elle a 3-4 employés. Fait qu'elle n'est pas à temps plein, selon les statistiques. Elle n'est pas considérée à temps plein. Toutefois, elle paye des salaires pour 4 personnes à temps plein. Fait que c'est un choix. Elle a trouvé que ce soit pour sa sécurité, que ce soit parce que ça remplit des besoins différents. Fait que j'ai appris tranquillement à me sentir assez, on va dire ça comme ça, dans des situations où est-ce que j'étais pas la norme, puis c'est un peu ce que je disais, là, tu sais, c'est ça mon cheval de bataille, là, tu sais, montrer des portraits vraiment variés parce que je pense que c'est important qu'on soit capable de se projeter dans quelqu'un d'autre. Fait que dans mon cas, mon réseau, je l'ai bâti. Lorsqu'il y a quelque chose qui manque dedans, je le construis. Fait que quand j'avais pas d'amis entrepreneurs, j'ai été à la rencontre d'entrepreneurs. Quand j'avais pas d'amis parents, j'ai été à la rencontre de parents. Puis c'est ce qu'on a bâti dans la stratégie féminine. Ce que je voulais, c'est pouvoir permettre à nos entrepreneurs dans nos différents parcours de se trouver, entre guillemets, des amis qui vivent des situations similaires. Puis je dis amis, entre guillemets, il y en a qui sont devenus amis, il y en a même qui sont devenus partenaires d'affaires dans nos différents parcours. Ils se sont découverts sur des discussions, sur des ateliers collectifs. Ils ont interagi, échangé sur leur réalité personnelle et professionnelle, puis maintenant, ils sont des partners de business. Il y en a une qui a fermé une business pour intégrer une autre. Il y en a un autre duo qui ont jumeler leurs services pour faire une entreprise encore plus forte. Fait que c'est super intéressant. Fait que aller à la rencontre de l'autre, c'est une des premières prémices. Si vous en avez pas ou vous avez l'impression que quand vous voulez discuter de quelque chose, vous n'avez pas la personne autour de vous, ben trouvez cette personne-là. Des fois, c'est aussi simple que ça, mais aussi compliqué en même temps. Fait que, même chose. S'il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas parler d'argent, parfait, mais vous aimeriez parler d'argent, ben, faites juste nous envoyer un message, on fera une thématique argent, puis on en parlera tout le monde ensemble. Exactement. Puis c'est un peu la mission que l'école se donne aussi, c'est de mettre en relation les entrepreneurs un peu partout au Québec. Ouais. Donc, de notre communauté EEQ. Parlons d'argent, oui, mais parlons de défis, parlons d'enjeux, parlons de nos succès aussi, soulignons nos succès, puis je pense que c'est important. On a toutes sortes de modèles. Quand on dit à une personne qui flirte avec l'idée de se partir en affaires, je sais pas si c'est pour moi tout ça, on a vraiment ce qu'il faut pour faire vivre l'expérience, le trajet et qu'elle se sente pas tout seul là-dedans, ça c'est certain. Stéphanie, motivation pour se partir en affaires. Oh mon Dieu, tellement d'affaires. Je veux juste rajouter une chose sur les communautés que j'ai pas dit, sur la communauté que j'ai pas dit, puis qui fait aussi notre force à l'école là. C'est la communauté là pour l'entrepreneur, ça peut être d'autres entrepreneurs. On l'a dit plus tôt dans la discussion, ça peut être l'écosystème, mais c'est aussi de travailler. Tu sais, nous on a le privilège de travailler là. Prenons exclusivement la stratégie féminine, mais tu sais, je travaille avec le réseau des mères en affaires, je travaille avec le réseau mentorat, je travaille avec le réseau des SADC, plus spécifiquement avec la SADC de Shawinigan, avec qui on fait des projets pilotes depuis 2 ans, avec les flexipreneurs, avec les entrepreneurs de la ville de Shawinigan. Tu sais, on a un partenariat avec PBRH, qui est une entreprise du Bas-Saint-Laurent, qui donne le support au niveau de notre programme d'aide aux entrepreneurs, parce que à un moment donné,
donné, durant la pandémie, il y en a beaucoup qui avaient besoin de parler à des spécialistes puis que c'était difficile d'accès. Fait qu'on a des partenariats extraordinaires. Puis, tu sais, on peut parler aussi des vols, on peut parler, tu sais, des microcrédits, des micro-entreprendre, du groupe Banque TD, de Desjardins, tu sais, l'école, des différents ministères. L'école a un réseau qui nous permet, en fait, de, si jamais on en a, tu sais, je disais tantôt, là, moi, ce qui m'a le plus fâché avant de rentrer dans l'écosystème, c'est quand je cognais à une porte puis que j'avais pas d'option. Non, ici, t'es pas à la bonne place, mais il y a personne qui te proposait une autre place, là, si tu veux. Mais tu sais, maintenant, c'est ce qu'on fait, je pense, quand je disais l'écosystème s'améliore énormément là-dessus. Bien, l'école, c'en est une de nos forces. Nous, par exemple, on fait aucun financement. Jamais en aucun temps. Et on en a des partenaires autour de nous à qui on va référer, va parler à la SADC, va parler à la MRC, va parler à la SOPER, tu sais, je pense à Véro, là, tu sais, dans notre beau Bas-Saint-Laurent. Tu sais, on a des partenaires qui font des choses qu'on ne font pas et vice-versa. Tu sais, nous, on s'intègre dans nos écosystèmes pour amener ce qui est absent ou manquant ou, tu sais, pour... Fait que c'est un peu ça, il n'y a pas juste l'entrepreneur et son réseau, il y a le réseau lui-même. Tu sais, choisissez dans vos interactions des gens qui sont là pour vous aider pour les bonnes raisons et qui vont vous partager à d'autres membres de l'écosystème qui pourront tout aussi bien vous aider. Tu sais. Fait que je pense que ça, c'est ultra intéressant et important. Puis, je pense que la majorité de l'écosystème maintenant est rendu de plus en plus collaboratif puis de plus en plus intéressé à réellement aider profondément et fondamentalement les entrepreneurs. Les motivations pour partir en affaires, il y en a des tonnes. Je veux dire, tout est une bonne raison pour partir en affaires. Puis moi, je suis profondément entrepreneuriale dans ce que je suis. Là. J'ai parti des tonnes de business, j'en ai fermé des tonnes, comme toutes les raisons sont bonnes. Si c'est ta raison, c'est la bonne raison. Mais il y a l'économie financière, l'indépendance financière. Fait que dans l'entrepreneuriat au féminin, dans l'entrepreneuriat immigrant, dans l'entrepreneuriat autochtone, énormément de désir d'indépendance financière, de désir de liberté, d'autonomie, de capacité de payer pour ses propres choses, d'avoir le contrôle sur ce que l'on fait, sur ce que l'on vend, sur comment ça fonctionne. Il y a le désir souvent d'apporter quelque chose d'autre ou de nouveau dans notre industrie, dans notre écosystème. On constate parfois qu'il y a un problème, un enjeu, puis on aimerait ça le régler. Il y a juste le fait d'essayer. Moi, j'en rencontre plein des entrepreneurs qui sont comme hey, je pense que j'aimerais ça. J'aimerais ça, là. Il y a partir par accident. Je sais que ça a de l'air fou, là, mais on en a plein des entrepreneurs qui sont partis par accident. Ils ont commencé à prendre un client à droite, un client à gauche, puis ils ont fait ça souvent en parallèle d'une job, puis 3 clients, puis 4 clients, puis 5 clients, puis 15 clients, puis 20 ans plus tard, sont encore en affaires en ayant peu fait de développement standard, là. Puis le bouche à oreille a fait toute la job. On en a vu beaucoup, ça, pendant la pandémie. Puis on en a vu beaucoup qui ont dû se réinventer au niveau de leurs canaux de vente parce que là, le bouche à oreille était comme stoppé net par le fait que moins de monde se parlait puis plus personne ne se voyait. Il y a le fait de le tester. Hey, j'ai une idée, ça fait longtemps. Peut-être que j'aimerais ça l'essayer, tu sais. Puis tu l'essayes. Puis dans certains cas, ça marche. Dans certains cas, ça marche pas. Fait que moi, je pense qu'on peut faire une business d'à peu près n'importe quoi qui tente. Mes collègues ne seraient pas tous d'accord avec ce que je viens de dire. Puis, en fait, les collègues sûrement, l'écosystème pas toujours. Puis je fais la distinction parce que des fois, vous avez peut-être l'impression, mettons, vous voulez aller en restauration puis vous avez de la difficulté à trouver des aides au niveau de l'écosystème. C'est pas forcément parce qu'ils ne croient pas que c'est possible, c'est plutôt parce que c'est très risqué comparativement à d'autres industries. Je pense qu'on peut faire une business, là, puis j'en ai vu. Là. En communauté autochtone, là, Tracy, j'ai rencontré des entrepreneurs extraordinaires qui ne savaient même pas, quand on les a rencontrés, que c'était de l'entrepreneuriat, mais qui, depuis des lustres, c'est ça, depuis des lustres, ils vendent des mocassins, de l'artisanat, des produits raffinés, des produits du terroir qu'ils ont cueillis, c'est comme... Fait que l'entrepreneuriat, ça peut être des tonnes de choses, puis regardez dans votre quotidien, ça peut être des choses que vous faites tous les jours. Moi, j'ai une de mes amies là, qui est auteure, elle écrit, puis
elle gagne sa vie des livres qu'elle fait, là, mais en parallèle, elle a une plume extraordinaire. Puis il y a quelques années, elle me disait, Colline, tu sais, je trouve ça le fun d'écrire des romans, c'est le fun, mais tu sais, c'est un univers qui est vraiment particulier, puis pour lesquels les revenus ne sont pas toujours constants, puis tout ça. Puis elle me disait, j'aimerais ça, moi aussi, comme toi, tu sais, avoir un sideline. Puis je dis, qu'est-ce que t'aimes faire? Ben, elle dit, bon, ça va être très cliché, mais j'aime écrire. OK, parfait. Mais si t'aimes écrire, il y a plein de monde, plein d'entrepreneurs qui, eux, haïssent écrire pour mourir, puis qui voudraient faire des blogs, qui voudraient faire des publications médias sociaux, puis tout ça. Puis aujourd'hui, c'est ça qu'elle fait. Tellement qu'il faut qu'elle se bloque du temps dans son agenda pour écrire ses livres parce que ça a pris tellement d'ampleur, puis qu'elle est très, très bonne dans ce qu'elle fait. Fait que ce que tu aimes faire, là, c'est sûr que ça peut servir à quelqu'un. Moi, j'ai une de mes amies là, qui avait, Bérénice, elle avait des cliniques dentaires, puis un jour, elle a décidé, c'est comme ça qu'on s'est connus, elle a décidé qu'elle voulait ouvrir un jardin collectif pour permettre aux gens qui n'avaient pas de jardin cultivé chez eux de pouvoir avoir un potager, puis de pouvoir manger des légumes de saison, tout ça. On va se le dire, la dentisterie et l'horticulture, ou le jardinage, ou ce n'est pas la culture maraîchère, ce n'est pas la même affaire. Fait elle a une passion pour quelque chose, elle avait envie de faire une différence, elle a trouvé les ressources nécessaires pour l'aider. Je pense que ça fait aussi le pont sur tu n'es pas obligé d'avoir tous les talents comme entrepreneur. Ce n'est pas vrai que tu dois tout savoir faire. Tu sais, je disais tantôt à la blague, mon chum ne fait pas l'administration. Ben, s'il avait fallu se freiner comme entrepreneur parce qu'il n'aime pas l'administration, bon, dans son cas, moi, je le fais, mais on aurait pu aller chercher un comptable, un fiscaliste, on aurait pu. Fait que ce n'est pas parce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas faire, que tu ne sais pas faire, que tu ne peux pas les faire, puis que tu ne peux pas te lancer, là. Et puis là, j'aurais le goût de te dire, je regardais tout à l'heure, je recevais un message de Michel, qui est en fait le directeur général de l'École des entrepreneurs du Québec, et il nous challenge, Stéphanie, à dire, y a-t-il de mauvaises raisons pour se lancer en affaires? Je pense que non. Tu sais, mon naturel, là, tu sais, là, il n'est pas réfléchi. Je pense que non. Je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises raisons pour se lancer en affaires. Je pense que si c'est le cas, tu vas le découvrir bien assez vite. Tu sais, en fait, je pense que moi, ce que je veux dire par là, c'est il faut toujours juger une décision par le moment où on l'a prise. Fait que tu ne peux pas regarder il y a 10 ans si le fait de, mettons, changer de programme à l'université, c'était un bon choix. Dans la situation dans laquelle tu étais, tu considérais pour plein de raisons que c'était la bonne décision à l'époque. Puis c'est comme ça qu'on bâtit des regrets. C'est en se disant, tu sais, mettons, j'aurais peut-être dû. Ben non, parce que quand tu étais dans cette situation-là, c'était le bon choix à ce moment-là. Fait que si en ce moment, je pense que de me lancer en affaires, c'est une bonne raison. Et même si c'est juste pour faire de l'argent, tu sais, parce qu'il y a plein de monde qui vont vous dire que si tu te lances en affaires juste pour faire de l'argent, c'est pas une bonne raison. Moi, je considère que c'en est une bonne. Puis qu'après, tu vas peut-être trouver au fur et à mesure de ce que tu aimes réellement faire pour faire de l'argent. Parce que faire de l'argent pour faire de l'argent, si tu choisis quelque chose dans une traque juste parce que tu penses que c'est payant, puis que tu haïs ça pour mourir, tu feras pas de l'entrepreneuriat longtemps. Non, tu feras pas long feu. Fait que je pense que non, il n'y a pas de mauvaise raison de se lancer en affaires. Je pense que la réalité te rattrape assez vite. L'entrepreneuriat, tu sais, c'est pas une destination, hein, c'est un trajet. Fait que si tous les jours tu souffres de ce que tu fais juste parce que tu souhaitais faire de l'argent, ben dans 15-20 ans, on va être sur le bord du burn-out, on va être en réflexion sur ce qu'on va changer. Fait que peut-être qu'à posteriori, tu vas dire, ouais, c'était pas la meilleure raison, mais c'était ce qui m'a drivé, puis aujourd'hui, ben, t'en fais quelque chose d'autre. Fait que je pense pas qu'il y ait de mauvaises raisons. Oui, exactement. Puis, on peut peut-être terminer là-dessus, 10h28. Stéphanie, d'abord, moi, ce que j'entends, c'est que sky is the limit. Toutes et tous pouvons entreprendre si le cœur y est. Si le désir y est, si on a le goût d'avoir du fun dans ce trajet-là, parce que c'est le fun, l'entrepreneuriat, là. C'est oui, des écueils et tout ça, mais c'est des succès, c'est autre chose. Je vous dirais que le moment est super opportun.
pour se partir en affaires, une pénurie de main-d'œuvre actuellement au Québec, des travailleurs autonomes qui vont finalement ressortir de ce lot-là pour éventuellement répondre aux besoins des organisations déjà présentes où il manque de la main-d'œuvre. C'est le moment, je pense, de se partir en affaires si vous avez le goût de cette aventure-là. L'école est là pour vous, autant au niveau, oui, des parcours qui sont pour une clientèle entrepreneur, 17 régions au Québec. On couvre les 17 régions au Québec, plusieurs programmes, mais l'école, c'est aussi pour les entrepreneurs de tout acabit. Donc, avec plein de produits, plein de parcours, 8 campus. Bas-Saint-Laurent, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Laurentides, Montérégie, Outaouais, Montréal et je vais me faire taper là, parce que j'ai oublié. Chaudière-Appalaches, notre petit dernier d'ailleurs, notre petit dernier campus Chaudière-Appalaches. Donc, 8 campus. N'hésitez pas à nous solliciter, à venir nous rencontrer, à faire partie de cette communauté. Stéphanie, je te laisse le mot de la fin. Merci Stéphanie pour ce beau moment. Ça fut vraiment très agréable. Je te réitère mon intérêt si jamais ça tente de refaire l'expérience. Oui, très, très cool, effectivement. Ben, merci à toi d'avoir accepté. Hier, on se demandait si 1h30, ce serait trop. Finalement, écoute, je suis pas surprise parce que discuter toutes les deux ensemble, on est capable de faire ça pendant des heures. Moi, je rajouterais aussi qu'on a des parcours très spécialisés. Tu sais, dans ce que tu dis, là, tu sais, on travaille entre autres avec les métiers d'art, on travaille avec certaines communautés autochtones. Fait que même si vous êtes membre de l'écosystème puis que vous voulez voir ce qu'on peut faire comme collaboration, on est toujours intéressé à discuter avec nos collègues de l'écosystème, nos entrepreneurs. N'hésitez pas, faites-nous signe, ça va nous faire plaisir de répondre. Merci pour ton temps, merci pour la belle discussion. Je vous invite, donc on termine ce matin, mais à midi, même endroit, même post sur notre groupe Facebook, on aura une discussion dans le cadre de la série Entrepreneurs avec Mélanie-Anne Layer de Alpha Femme. Merci beaucoup pour votre temps à tous. Je vous souhaite une super belle journée ensoleillée, du moins ici. J'espère que c'est le cas partout au Québec. Peut-être qu'il y a des morceaux qui sont dans la tempête ou dans le sillon d'hier soir. Fait que je vous souhaite une super belle journée, puis on se revoit bientôt. Merci pour votre temps. Très belle journée. Bye.